Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. Aujourd'hui, nous parlons des médiatrices interculturelles. Ces femmes dans les quartiers qui montent au filet lorsqu'il y a des situations difficiles en rencontrant le public, les hommes, les femmes, les enfants, en proposant des solutions dans un cadre associatif. D'autant que les femmes qui aujourd'hui viennent nous rendre visite sont celles de l'association des femmes maliennes de Montreuil. C'est en région parisienne, dans le 93 exactement. Merci mesdames d'être présente. Bonjour. Bonjour. J'ai avec moi sur le plateau Hawa Kamara. Vous êtes médiatrice au sein de l'association, alors on va dire AFMM. Oui. Merci d'être avec nous sur le plateau. Vous n'êtes pas venue seule. Il y a aussi Fatim Diarra. Bonjour madame. Bonjour les deux. Merci d'être présentes toutes les deux. Alors, le 3 mars, vous allez avoir cet événement pour célébrer déjà les 15 années de l'existence de votre association. Ça veut dire que depuis 15 ans, vous êtes sur le terrain, vous êtes en contact avec les populations, pas seulement les populations maliennes, mais toutes les populations des quartiers qui viennent vous voir. Et nous sommes là pour en parler, pour parler de votre travail de médiatrice. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quelquefois? Quelles sont les solutions que vous apportez? Quels sont les problèmes des femmes aujourd'hui? Parce que vous êtes proche des femmes, c'est important peut-être de nous retourner ce qu'elles rencontrent comme situation. Je voudrais vous rappeler, vous qui nous regardez, que nous sommes en direct. Vous pouvez participer à notre émission, le téléphone de numéro sous vos yeux, ou vous nous adressez des mails à l'adresse ladyvousécoute@telesud.com. Association des femmes maliennes de Montreuil, Hawa Kamara, pourquoi avez-vous choisi d'être médiatrice? Bonjour d'abord Lydie. Moi j'ai choisi d'être médiatrice parce que c'est mon propre parcours en tant que femme, oui, immigrée et pas trop aller à l'école dans un pays que je ne connais pas. oui. Mon trajet était tellement difficile. J'ai commencé par là. Une fois que j'ai sorti un petit bout de nez dehors, j'ai pensé aux autres. Combien de temps êtes-vous resté à l'intérieur avant de commencer à aller dehors? C'est-à-dire, moi, je suis restée à l'intérieur, si on ose dire. Je n'ai jamais été à l'intérieur, au fait. Oui. Parce que je suis arrivée en France, j'ai commencé à travailler 3 mois après, mais oui, avec des difficultés. C'est en travaillant que j'ai vu que toutes les femmes n'ont pas les mêmes chances que moi. Qu'il y en a qui sont restées à la maison, l'éducation des enfants, pas travailler, tout ça. Ça vous a étonné? Ça m'a beaucoup étonnée parce que je ne m'attendais pas à un tel isolement en dehors de notre pays. Nous allons donc reprendre là-dessus parce que nous avons eu cette petite interruption, on va dire la lumière a disparu. Vous nous parliez de votre parcours, vous êtes arrivé, vous avez mis 3 mois chez vous et vous avez commencé à aller vers l'extérieur, à vous ouvrir au monde autour de vous et vous découvrez que beaucoup de femmes avaient des problèmes. Oui. Parce que moi, je suis arrivée au bout de 3 mois, j'ai eu la chance, je dirais vraiment la chance de trouver du travail. Et une fois qu'on travaille, on est affaire avec d'autres personnes qui n'est pas de la famille. Ouais. D'autant plus que la plupart d'entre nous, quand on arrive seul avec le mari ou sans le mari. Et si on n'a pas l'ouverture vers le monde extérieur, c'est vraiment un souci. On est déjà en difficulté? Beaucoup. Dès qu'on arrive, si on n'a pas l'ouverture, c'est en difficulté. Nous sommes là pour en parler à travers votre expérience et puis celle des personnes que vous rencontrez. Qu'est-ce qui vous a donné envie, Fatim, d'être membre de l'association des femmes maliennes de Montreuil? Bonjour Lydie. Bonjour. J'ai choisi d'être membre de femmes de l'association de Montreuil. Oui. Parce que là, quand je suis venue en France, j'avais eu plein de difficultés. Mais c'est à cause de l'association de femmes maliennes de Montreuil qui m'a ouvert la porte, qui m'a sorti dans l'isolement. Donc, ça m'a permis d'être membre de l'association de Montreuil. Et comment avez-vous pris connaissance? Comment avez-vous fait pour connaître cette association? J'ai pris connaissance parce que je suis là, j'étais seule dans la maison, enfermée, je ne sais pas que faire. Là, un jour, je me suis dit, mais comme je suis dans un pays qu'il y a tellement de Maliens, donc il faut que je cherche pour voir qu'est-ce qu'on peut me faire. Oui. Là, maintenant, un jour, je me suis promenée, j'ai vu l'association. Dès que j'ai vu l'association, je suis rentrée, je me suis adressée à la présidente Hawa. Elle m'a bien ouvert la porte. Je lui ai expliqué mon problème. En ce temps, je n'avais pas de papier. Oui. Mais là, j'ai dit à Hawa, je viens d'arriver à peine, mais je n'ai pas de papier, je suis seule à la maison, je ne sais pas que faire.
Hawa m'a donné des conseils, il m'a montré des trucs à faire, donc je l'ai suivi. Là, vraiment, l'association, ça a été une grande chance pour moi. Parce que grâce au conseil de Hawa, parce que j'avais peur de travailler, que je n'avais pas de papier. Ben oui. Mais Hawa dit non, même si tu n'as pas de papier, tu peux travailler. Ne fais pas de bêtises. J'ai dit, je n'ai jamais fait de bêtises, mais je veux du travail. Hawa m'a donné des conseils. J'ai travaillé depuis l'année que je suis rentrée en France, en 2001, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où j'ai eu mon papier, j'ai travaillé. Donc ça m'a donné du courage d'être membre de l'association de femmes maliennes de Montreuil. Et vous avez rencontré d'autres femmes aussi qui avaient des situations peut-être identiques? Oui, j'ai rencontré des femmes qui avaient les mêmes problèmes. Je les ai aidées aussi, comme Hawaï me l'a fait. Oui. Donc, je les ai amenées à l'association. Ils ont participé les choses. Ça leur a donné du courage et puis ils ont eu une route pour s'en sortir, leurs problèmes. Votre association, donc Femmes Maliennes de Montreuil, je vous posais la question hier, lorsqu'un homme arrive par hasard ou parce qu'il accompagne une personne, s'il a des problèmes, est-ce que vous lui proposez des solutions? Comment faites-vous? L'association des femmes maliennes de Montreuil porte le nom des femmes maliennes de Montreuil. Oui. Mais à savoir qu'on est ouvert à tout le monde parce que moi, quand j'ai fait la médiation pour les familles subsahariennes. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont même pas du Mali, oui. subsahariens. Ça touche beaucoup d'autres pays que le Mali. Et je les accompagne aussi, aussi bien des hommes que des femmes. En sachant que la plupart d'hommes, des fois, ils ne trouvent pas leur compte parmi les groupes de femmes, comme on est nombreuses déjà. Quels sont les besoins des hommes? Les besoins des hommes, nous, on n'a pas eu vraiment à soulever leurs besoins et on nous soulève à travers des femmes et des enfants. Les hommes au téléphone sont nombreux dans cette émission. Si vous aviez des questions, c'est l'occasion de les poser. Peut-être que vous allez vous diriger vers ces dames. Vous devenez donc médiatrice. Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que c'est une formation? Quelles sont les compétences, les critères qu'il faut pour devenir médiatrice interculturelle? C'est-à-dire, moi, mon parcours de médiatrice était basé sur mon vécu, ma propre vécu, et que d'autres médiatrices interculturelles, ils sont faits de formation. Moi, je me suis déjà mis dans la médiation et me former après. Mais quand j'ai fait la formation, je me suis rendu compte qu'on nous forme à des choses que les gens ne connaissent pas culturellement. Et je crois que je m'en sors. Ça fait 15 ans que l'association est ouverte. Depuis combien de temps y êtes-vous déjà? Oui, moi je suis depuis le début. Depuis 15 ans, au bout de 15 ans, ça veut dire que vous en sortez plus que bien. Oui. Alors, ces choses auxquelles on vous forme, des choses que peut-être les gens ne connaissent pas, de quoi s'agit-il exactement? C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, au bout de notre dépliant, on a mis, même bien avant que je sois médiatrice, mieux se connaître, se reconnaître et vivre ensemble. Oui. Parce que je pense que le plus gros travail de la mission, c'est la méconnaissance de l'autre. Et une fois que les gens ils sont bien identifiés, comment l'autre vit, comment il faut prendre l'autre, mais on ne fait que mieux vivre ensemble. Alors, ce mieux vivre ensemble, madame a parlé de son expérience, elle avait les difficultés, elle était seule, il y avait la situation administrative. Comment fait-on pour accepter les autres cultures? Quand on est trop occupé avec ses propres problèmes, on ne voit plus vraiment ce qui se passe avec les autres. Oui. Ben oui, quand on a des problèmes, quand on est en difficulté, on ne voit plus d'autres personnes à côté. C'est vrai. Et lorsque vous parlez avec ces autres femmes, quels sont les problèmes qui reviennent fréquemment au moment où vous avez pris connaissance de cette association? Quand j'ai parlé avec d'autres femmes qui sont en difficulté que moi, ou bien quand j'ai parlé avec d'autres femmes, là, ils m'ont donné des idées, ils m'ont donné des conseils. Et quels sont les problèmes qu'elles avaient, elles, ces dames? Eux aussi, ils avaient des gros problèmes. Il y avait d'autres dames que ça n'allait pas dans leur foyer, ça n'allait pas avec leur mari, ou bien ils avaient des enfants que ça les tracassait. On avait tous les mêmes problèmes, chacun avait son problème l'un à l'autre. Là, on se réunissait, on parlait de ces problèmes. C'était ça. De parler, ça apporte des solutions? Parce que je sais que vous avez un groupe de parole, justement. Qu'est-ce que vous proposez donc à ces dames qui viennent, à ce public, je le rappelle, qui vient d'où qu'il soit, quelles que soient les origines, ce public qui se dirige vers vous, qu'est-ce que vous proposez concrètement? C'est-à-dire, on propose déjà à des gens de se mettre à l'aise, comme vous avez fait quand on est arrivé, et en disant, c'est pas
n'importe quelle solution, ce n'est pas nous qui résoudons les problèmes. Je pense qu'il y a une bonne partie de la personne lui-même. La personne est simplement à la recherche de son chemin. Oui. Et nous ne sommes pas des professionnels, on n'est pas ceci, on n'est pas cela. On ne fait que guider les gens. Tel problème, ça se résout par tel service. Telle question, ça se pose pour tel endroit. Et c'est notre travail, c'est orienter, mettre les gens en lien. Alors, la barrière de la langue, vous parliez déjà français, mais vous avez ce groupe d'alphabétisation. Est-ce que les femmes viennent elles-mêmes pour cela ou est-ce que c'est vous qui leur proposez lorsqu'elles viennent jusqu'à vous en disant on propose de l'alphabétisation, ça peut vous aider et vous accompagner pour autre chose? Ben oui, il y a des femmes qui viennent et qui nous demandent, qui veulent apprendre l'alphabétisation. Mais il y a d'autres aussi qui viennent qui ne nous parlent pas. C'est nous-mêmes qui leur proposons. Et puis, ils acceptent. Après, ils nous félicitent. Après, ils nous disent franchement, vous avez bien fait. On a appris à écrire, à lire. On sait qu'est-ce qu'on doit faire maintenant. Vous nous avez indiqué en préparant l'émission que vous aviez commencé par le soutien scolaire. C'était le besoin des mamans par rapport à leurs enfants. Comment est-ce que la question est venue jusqu'à vous? C'est-à-dire déjà, nous, quand on a commencé à créer l'association, en sachant qu'on est dans une ville qui s'appelle Montreuil, où il y a énormément de Maliens. Et qui dit Malien, le Mali, c'est un pays avec beaucoup d'ethnies différentes. Oui. Et nous-mêmes, en tant que femmes, on ne se connaisse pas. Et moi, je vais dire, je suis de telle ethnie, l'autre est de tel machin et tout ça, on ne se connaît pas. Mettre déjà tout le monde en tant que Malienne dans une association, c'était un gros travail. Et la première réunion, on a demandé à les femmes, bon, on va créer une association, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut, nous, les femmes? Donc, la question qui était sortie beaucoup à ces réunions-là, c'était comment il faut faire pour aider nos enfants qui ne soient pas comme nous. Quand on dit qu'ils ne soient pas comme nous, parce que la plupart d'entre nous, ce n'est pas tous les Maliennes, mais on avait énormément, qu'on a toujours, des Maliennes qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école au village. Ouais. Et quand ils arrivent en France, l'éducation, ça pose un problème. On veut que les enfants, ils arrivent à bien étudier, et nous, on n'a pas la chance d'avoir la capacité de les suivre. Et on peut donner à manger, on peut les habiller, on peut le faire, mais contrôler les devoirs, c'est un souci. Donc, c'était sorti comme ça. Du coup, on s'est dit, bon, puisque ça, c'est la revendication de toutes les femmes, et on va commencer à faire des soutiens scolaires. Et on a lancé un appel, les bénévoles les sont venus, on a commencé dans un quartier, 2 quartiers, 3 quartiers, on est parti jusqu'à 4 quartiers pendant un moment, en sachant que l'aide aux devoirs, ça fonctionne qu'avec les bénévoles. Est-ce que vous ne fonctionnez que sur place dans vos locaux ou est-ce que vous allez dans les familles? Comment êtes-vous organisé lorsque vous avez ces personnes qui viennent jusqu'à vous? Mais vous l'avez dit de par 2 fois, d'autres femmes sont à l'intérieur de leur domicile, ne sortent pas pour des raisons diverses. Est-ce que vous essayez de faire du porte-à-porte en quelque sorte? C'est-à-dire au début, on a tout essayé. Quand on a commencé l'idée de l'association, on ne se connaissait pas. On a fait des porte-à-porte, on est parti frapper à les portes et on a proposé ce qu'on a envie de faire. Les gens ils sont venus, d'autres ne sont toujours pas venus. Et après, on les accompagnait sur le terrain quand ils ont des marches à faire, on y va avec eux. En sachant que ça fait 15 ans quand même qu'on travaille. Et pendant un moment, on s'est dit, n'accompagne pas trop sur le terrain, essayez de laisser les femmes aller tout seules. Oui. Et pour que ça ne soit pas un assistanat. Et du coup, on s'est rendu compte quand même que les gens ils ne sont pas commencés à se réveiller le même jour et on ne peut pas arriver le même jour. Donc, il y en a qui arrivent très bien et d'autres, ils ont encore besoin. Et nous, on est là toujours pour accompagner des femmes qui en ont besoin. Quel est votre meilleur souvenir dans le cadre de cette association? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ben, ce qui m'a plus marqué dans cette meilleure association, c'est que ça m'a permis de quitter dans l'isolement. Ouais. Et puis, on est ensemble, on change des idées. Et puis, mon meilleur souvenir encore, ben, quand j'étais enfermée dans la maison, que j'ai laissé mes enfants derrière moi, que je ne sais pas comment faire, si je suis dans l'association en groupe, avec Awa, les autres membres de l'association, on change des idées. Et aussi, ils me parlent les problèmes qu'eux, ils ont. Il y a d'autres qui ont les problèmes qui sont plus graves que ma mienne. Ouais, ouais. Donc, et puis souvent aussi, ça me permet d'avoir appelé mes enfants au pays. Quand je suis à l'association,
je le passe, les autres membres de l'association, ils parlent avec mes enfants, ils sont soulagés, ils disent que ma maman, elle n'est pas seule en France. Donc ça a été un beau souvenir pour moi. Est-ce que c'est facile d'être une femme de l'immigration en France? Si vous comparez votre situation de femme ici à ce moment-là et celle des sœurs qui sont restées au pays, où est-ce que c'est facile? Qu'est-ce qui est le plus difficile? Bon, ben, celles qui sont restées au pays, bon, il y a une différence. Hein? Oui. Ceux qui sont au pays, c'est difficile. Ceux qui sont aussi ici aussi, c'est encore difficile. C'est plus difficile ici ou là-bas? Non, c'est plus difficile là-bas qu'ici. Ah oui? Ouais, moi je trouve que c'est plus difficile là-bas qu'ici. Et pourquoi donc? Ben, parce que ici, moi, je parle de mon cas. Oui. Ici, on peut se soigner ici. Quand on est malade, on peut se soigner ici gratuitement, même quand on n'a pas de papier. Oui. Bon. Et puis aussi, tu travailles ici. Si tu veux travailler ici, quand tu as des papiers, tu peux travailler, tu as quelque chose. Mais en Afrique, tu peux avoir ton diplôme alors que tu n'as pas de boulot à faire. Donc moi, je trouve que là-bas, c'est plus difficile qu'ici. Parce que quand j'étais là-bas, je me battais trop, mais je n'arrive pas à faire les besoins de mes enfants. Je n'arrive pas à faire mes besoins personnels. Mais je suis venue ici, ben, je travaille, j'arrive à faire quelque chose. Donc moi, je trouve que c'est plus facile ici qu'en Afrique. Je voudrais vous proposer que nous écoutions une dame qui se trouve à Londres. Bonjour. Bonjour Lydie. Je dis bonjour à mes mamans au plateau ce matin. Bonjour. Elles nous démontrent tout simplement que la participation, c'est le pouvoir. Il est important d'aider les autres. Je vais revenir sur les mots que l'une des mamans a dit sur le plateau ce matin. Elle parle de l'isolement, elle parle de venir ensemble, elle parle de quand on est ensemble, on se change des idées. Elle parle du fait que quand on arrive avec les autres, on se rend compte que son problème n'existe pas quand on entend le problème des autres. Je vais toutes les fois parler de ça parce que c'est mon combat. Lorsque la femme est battue et qu'elle ne sort pas, personne ne peut l'entendre. Elle est dans son isolement et elle ne peut pas changer avec quelqu'un d'autre. Quand on voit que ces mamans ont abattu pendant 15 ans, on se dit qu'elles ont déraciné des arbres. Elles ont fait des choses qu'elles ne peuvent pas voir, mais nous savons qu'il y a la reconnaissance. L'autre maman en face parle de son expérience. Vous savez, hier, il y avait le débat sur la compétence et ceci et cela. Notre expérience est notre compétence, est notre expertise, c'est ce que nous avons comme pouvoir, c'est ce que nous pouvons développer après. Elle est là à utiliser ce qu'elle avait. C'est ce que moi aussi j'ai fait en Angleterre. J'utilise mon expérience. J'ai toujours utilisé mon expérience. C'est vrai, je travaille à la mairie, mais je suis toujours à la commune. Qu'est-ce que ces mamans ont fait? Avec leur expérience, elles sont reparties et elles ont redonné à la commune. Et c'est ce qu'on veut. C'est ce que l'intégration dit, que lorsqu'on est intégré, qu'on reparte et qu'on donne aux autres ce qu'on a reçu. J'ai pris des notes tout à l'heure pour essayer de participer et surtout de dire que l'immigration est tellement difficile, mais lorsque nous entendons des témoignages comme ça, nous sommes rassurés. Merci Lydie. Merci pour votre appel. Merci. Alors, des commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec madame qui nous appelle d'Angleterre? C'est-à-dire, on dirait déjà bravo. Nous, ce qu'on a constaté sur le terrain, que le parcours des femmes, surtout femmes immigrées ou femmes tout court, est le même. Et partout qu'on soit, il ne faut pas qu'on baisse le bras. Et nous, ça nous a vraiment fait... Enfin, moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre qu'il y a une autre femme ailleurs, à l'autre bout du monde, qui est dans la même bataille que nous. Et l'espoir est qu'un jour, on va tous se retrouver dans le monde pour dire, voilà, le résultat de ce qu'on a fait.
Et les hommes dans tout cela, lorsque vous accompagnez ces femmes, que vous leur donnez la possibilité d'être autonomes, vous les sortez des maisons alors qu'elles étaient enfermées, est-ce que les hommes sont forcément d'accord avec votre travail? C'est-à-dire, nous, ce qu'on a dit à les hommes, qu'on continue à les dire, que j'ai dit ici, et il n'y a pas une vie sans hommes. Et nous, la vie est faite avec les hommes. Oui. Mais il faut qu'on se rende compte qu'on est dans un moment, et 21e siècle, où les choses commencent à changer, et nous ne sommes pas au village, il y a certaines choses qu'on est obligé de les faire ensemble. On a quitté dans notre village pour venir travailler. Si la circonstance fait que la femme est restée à la maison, c'est que le mari fait plus. Et pendant un moment, si elle a la possibilité de sortir, il faut qu'elle sorte. Déjà, il n'y a pas une bonne maison qui marche sans une femme motivée derrière. Oui. Alors, la motivation des femmes, est-ce qu'il faut motiver les hommes aussi pour qu'ils acceptent qu'elles puissent aller au dehors, qu'elles ne restent pas enfermées dans les maisons? Ben oui, il faut motiver les hommes aussi, mais la plupart des hommes, ils ne sont pas d'accord avec nous. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ben, souvent, les hommes, ils nous disent que non, leurs femmes, ils ne vont pas participer à notre association. Et pourquoi? Que c'est pour les changer la tête. Donc, la plupart des hommes, ils ne sont pas d'accord avec nous. Et comment vous faites alors pour les convaincre? Il y a d'autres qui sont d'accord, mais Ouais. la plupart, ils ne sont pas d'accord. Et est-ce que vous essayez de mener des actions pour pouvoir les inviter, voir ce que vous faites, parler avec eux, pour pouvoir faire passer le message quand même? Ah ben oui, on le fait souvent. Il y a d'autres qui essayent de nous comprendre. Mais la plupart, jusqu'à présent, ils ne nous comprennent pas. Mais ça va aller dans le temps. Patiemment, lentement mais sûrement. Ouais. Vous travaillez donc à Montreuil. Montreuil, vous l'avez dit, c'est une commune en région parisienne où il y a beaucoup de nationalités. Pour parler de la municipalité, est-ce que vous avez été accompagné dans ce que vous réalisez au sein de votre association? Comment êtes-vous accepté? Quels moyens mettons à votre disposition pour pouvoir favoriser ce que vous faites finalement, qui est ce vivre ensemble, qui est aussi un coup de pouce que finalement vous donnez à la commune? Et je pense que la plupart des femmes qui n'ont pas eu la chance d'avancer comme nous on a avancé, je pense qu'ils n'ont simplement pas eu l'aide que nous on a eue. Et nous, on peut dire aujourd'hui que si vraiment notre voix est dehors, c'est grâce au soutien de la municipalité de Montreuil. Oui. De Montreuil, depuis qu'on a commencé l'association jusqu'à aujourd'hui, on a toujours été soutenus. Et on nous aide de tout ce qu'on a envie d'avancer. Et on nous donne des locaux gratuits. Et les centres de santé, centres de quartier sont mis à la disposition sans rien donner. Et sans compter les Montreuillois qui sont bénévoles parmi nous, qui sont là depuis 15 ans. Et tout ça, sans ce soutien-là, une association ne peut pas avancer. Est-ce que vous avez la conscience que vous êtes des associations favorisées à Montreuil, parce que ce n'est pas toutes les associations dans toutes les communes qui vont forcément avoir l'accompagnement qui est le vôtre? Et je ne sais pas si, oui, on a de la chance. Je dirais simplement qu'on a la chance d'habiter à Montreuil. On a la chance. Si on est les favoris, on ne sait pas, mais Oui. on a de la chance d'habiter à Montreuil. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus à Montreuil? Est-ce que si vous aviez la possibilité d'aller ailleurs, est-ce que vous accepteriez de pouvoir reproduire ce modèle-là dans une autre commune? Moi, je peux aller reproduire ce que j'ai connu à Montreuil ailleurs, mais d'aller m'installer ailleurs, c'est qui n'est pas Montreuil, non. On dit souvent que Montreuil, c'est le plus grand village malien en France. Ben oui. Ça, c'est un dicton qu'on n'est pas d'accord. Le village malien à Montreuil, oui, c'est ça, c'est vrai. Vous avez cette initiative du potager, je voudrais bien qu'on en parle. Alors, le potager, d'où est venue cette idée? Bon, les potagers, quand on crée des activités dans une association, il y a toujours des gens qui n'ont toujours pas trouvé leur compte. On a fait un atelier couture, ça va, ça touche des gens que ça l'intéresse. L'aide aux devoirs, ça va, il y a des enfants qui viennent, pas d'autres. Et il y a toujours quelques-unes qui sont à la recherche de qu'est-ce que moi j'aime bien. Et le jardin, c'est un vieux projet qui était là. Il y en a qui disaient tout ça, pourquoi on ne cultive pas, pourquoi on ne cultive pas. Et du coup, on a eu la chance un jour d'avoir une proposition et d'un lieu, d'ailleurs un lieu public, un grand jardin, dehors où il y a tout le monde, avec un terrain. Et on s'est installé dedans et on a commencé à cultiver. Et qu'est-ce que vous cultivez donc dans ce potager?
La première année, moi, j'ai planté des maniocs. Ah oui, carrément du manioc. Ça n'a pas donné. Vous m'étonnez que ça ne donne pas quand il neige. Et après, les femmes, elles ont essayé de planter ce qu'elles connaissent. Et je pense qu'on avait besoin de cette expérience-là aussi, de nous rendre compte pour tous les niveaux qu'on n'est pas chez nous. Parce qu'une femme qui a toujours cultivé, si on lui donne un endroit à cultiver, elle va penser qu'il y a des choses qu'elle connaisse. Oui. Mais le temps, il compte très peu. Et la deuxième année, bon, on a fait comme tout le monde, on a planté des pommes de terre, des tomates et tout ce qui pousse avec le temps. Et tout ce qui pousse aussi de là où vous êtes, en France, Voilà. parce que la volonté de planter du manioc, c'était une très belle idée, mais Voilà. ça se saurait si Ça le n'a manioc pas poussait en marché. France. Madame, au téléphone, bonjour, nous vous écoutons. Oui, bonjour Lydie, bonjour Bonjour. aux invités. Bonjour. Je vais réagir par rapport au sujet. Moi, je vais juste parler des femmes. C'est Oui. vrai que c'est très compliqué d'aider une femme, quoi. Quand vous savez une femme en difficulté, vous avez envie de lui tendre la main, mais le problème, c'est que quand vous le faites, vous avez souvent le mari derrière vous. Oui, Ça m'est arrivé plusieurs fois. oui, Il y a des gens avec qui vous pouvez absolument pas communiquer parce qu'ils ne savent que crier, vous menacer. Je l'ai vécu à plusieurs reprises parce que tout simplement, j'ai rien fait de mal, hein, parce que j'avais défendu leurs femmes. Entre femmes, on parle beaucoup, on échange nos problèmes. Et c'est un réflexe pour moi de, si je peux tendre la main, de le faire. Mais c'est vrai que ça se retourne souvent contre moi. Donc dans ces cas-là, on sait plus quelle attitude avoir, on sait plus quoi faire. Parce que si vous savez une personne vraiment mal, pourtant vous-même, vous avez vos problèmes et vous sentez une personne mal, vous avez envie de lui tendre la main. Mais le problème, c'est que vraiment, les maris, c'est pas ça ici, hein. Il y en a, ils traitent pas leurs femmes comme ils devraient les traiter. Et ils le savent très bien ce qu'ils font. Donc je me dis, mais si je ne fais rien, si je les dénonce pas, parce qu'il n'y a que ça qui peut les faire stopper. Ils font ça parce qu'ils se disent qu'il n'y a personne qui est au courant autour d'eux, donc ils peuvent y aller. Mais dès qu'ils savent que vous savez et que quelques personnes autour d'eux savent ce qu'ils font subir à leurs femmes, là, ils font un petit peu marche arrière. Mais c'est vrai que c'est vraiment très très compliqué. Alors maintenant, c'est vrai que je suis obligée de marcher sur des œufs parce que j'ai pas envie qu'on me dise voilà, je suis là pour briser les foyers des gens parce que c'est pas ça du tout le but. Moi, je vais jamais m'immiscer dans la vie de couple. Mais c'est des femmes que je rencontre tous les jours, on parle et on a besoin de se soutenir mutuellement par rapport aux problèmes qu'on rencontre dans la vie. Moi, comme il y a la communauté de Maliennes, moi je tiens à les saluer parce que je connais un petit peu la communauté malienne et je peux vous dire que c'est une communauté complètement décomplexée. C'est-à-dire, quand il y a le problème des sans-papiers, des logements, c'est la communauté la plus active. Par rapport à d'autres communautés qui ont plus de complexes à affronter ces problèmes-là, j'ai remarqué qu'ils sont toujours au devant. Ils n'ont pas froid aux yeux, ils y vont. Quand il y a des problèmes, vraiment, ils les règlent avec tous les moyens qu'on met à leur disposition. Donc pour ça, je tiens à les saluer. Je vais juste aborder un dernier sujet avec elles. C'est à propos de l'éducation des jeunes filles. Parce que je sais que le Mali, comme d'autres pays africains, pratique encore l'excision. Donc j'aimerais savoir comment elles abordent ce sujet avec les jeunes filles nées en France ou même celles d'Afrique. Voilà, merci Lydie. Merci Merci. beaucoup pour ce que vous avez apporté. Vous avez entendu donc les encouragements, les félicitations. Merci. Je confirme ce que nous dit Madame au téléphone. Effectivement, la communauté malienne est très active et présente sur le terrain, active dans le tissu social et effectivement décomplexée, ne s'embarrasse pas ni de la langue ni d'autres considérations pour pouvoir faire partager ce qui est fait. Nous allons prendre par la fin de ce que disait Madame. Alors, vous m'aviez, vous aussi, indiqué que l'excision, pour vous, c'est une véritable préoccupation. Ben oui. L'excision, pour moi, c'est une occupation. Pourquoi? Parce que moi, mes deux filles que je les laissées en Afrique, Oui. ça a été même le but même de mon arrivée en France ici. Parce que là, j'étais dans un mariage façon. Bon, on ne peut pas tout dire. Donc là, ils m'ont... que j'avais pas
je ne pouvais rien faire sur mes enfants. Oui. Donc là, leur papa, ils ont pris les enfants, ils les ont emmenés au village en me disant ils vont aller passer les vacances. En même temps, il a circoncisé mes deux filles. Il les a fait exciser, oui. Il les a fait exciser. Oui. Donc là, ça m'a vraiment touchée. Je ne peux pas me plaindre, je ne peux rien dire. Ben, partout où je vais, on ne m'écoute pas. Donc j'étais affolée, je ne sais pas que faire. Là, quand il a pris les enfants comme ça avec moi, avec ce sens-là, je suis venue ici. Elles avaient quel âge, les filles? Ben, les filles, la première avait 6 ans. Oui. Et puis, la deuxième avait 3 ans. La deuxième n'avait même pas encore atteint 3 ans. D'accord. Bon, là, franchement, ça m'a vraiment blessée. Parce que où moi-même je suis, j'ai subi le même sort. Moi, je ne voulais pas que mes enfants ils suivent le même problème. Mais ils ont suivi ces mêmes problèmes. Mais j'ai tout fait. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a écouté. Je suis là, je suis blessée. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Mais je me suis battue ici aussi pour que mes enfants viennent. Oui. Parce que ma première fille, à mon absence, ils l'ont donnée à un mariage forcé qu'elle a fait une fille. Mais elle n'a pas voulu rester avec le type. Elle a fui, elle est venue à Bamako. Mais comme moi aussi, toute mon occupation, c'était mes enfants. J'ai tout fait pour qu'ils aillent à l'école. Quand je suis ici, tous mes boulots que j'ai faits, c'est pour les amener de l'argent, pour qu'ils mangent, pour qu'ils vont à l'école. Dieu merci, ma première fille, elle a eu son bac. Celle qui a eu un enfant, elle a eu son bac. Félicitations. Merci. Elle a eu une fille, qu'on a donné mon nom à la fille. Bon, la fille aussi voulait faire le même problème. Il voulait l'exister. Bon, là, je suis là. C'est le père de l'enfant qui voulait faire exciser votre petite fille ou c'est Voilà. votre fille? Non. C'est pas ma fille, c'est le père de l'enfant. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, je suis allée cette année. Ouais. Je me suis battue pour ça aussi. Qu'est-ce que vous lui avez dit à ce monsieur? Ben, moi, je lui ai dit, non, ne fais pas ça. Tu as fait le même avec ma fille. Actuellement, elle a 17 ans. Sa petite sœur, elle a 14 ans. Tu as fait le même problème avec ces deux filles-là. Celle-là, c'est ta petite fille. Tu ne dois pas faire ce même problème-là. Elle me dit d'aller me plaindre où je veux, il va le faire. J'ai pris l'enfant, j'ai fui avec l'enfant, mais je ne peux pas venir en France avec la fille. Il faut des papiers, il faut des conditions. Je ne peux pas la faire venir. J'ai pris l'enfant, je suis allée cacher chez un parent. Bon, mon jour est arrivé, je suis venue. À mon absence, il allait retirer l'enfant encore. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire avec la petite fille. Donc moi, je suis dans ces problèmes-là qui me tracassent. Je ne sais pas que faire. Est-ce que vous avez pris contact, j'ai été sur place, moi, à Bamako, il y a le programme national de lutte contre l'excision à Bamako. Est-ce que vous vous êtes rapproché de ces associations? Ben oui, je me suis rapprochée de ces associations. Je les ai expliqué mon problème. Ben, ils ont dit ils vont voir le cas. Le rendez-vous qu'ils m'ont donné, ça a trouvé que moi, je devrais venir. Et vous n'avez pas de contact avec eux au téléphone? Non, je n'ai pas de contact. J'ai laissé l'affaire à ma fille. Je n'ai pas de contact avec eux. Madame Sidibé aussi, là, de l'AMSOP, je crois, qui se bat beaucoup contre l'excision. Je vous donnerai les coordonnées en fin d'émission. Nous allons prendre madame au téléphone qui appelle de Lyon et ensuite vous allez réagir. Bonjour. Allô? Bonjour madame. Bonjour, j'appelle de Lyon. Et en fait, cette émission d'aujourd'hui me crée un peu de soucis parce que j'ai une personne à Lyon où je vis qui est dans le même cas, qui est analphabète. Et j'ai essayé de tendre la main à cette femme et son mari m'en a voulu. Et vraiment, c'est une grande souffrance parce que c'est tous ces enfants ont des soucis qui ont fait de la prison et la fille ne sait même pas comment vivre. Et moi, je voudrais savoir s'il y a une association de femmes maliennes à Lyon pour que cette femme, je puisse vraiment
l'aider à y aller pour vraiment déjà pour sortir de chez elle, pour son épanouissement, parce que vraiment elle est en grande dépression et c'est très difficile pour elle. Et par contre son mari, du fait que je tends la main à cette femme, son mari a pensé que j'ai voulu évangéliser cette femme. Mais en fait non, moi étant chrétienne, j'ai voulu tendre la main à une sœur africaine parce que je suis moi-même mère de 3 enfants et que mes enfants ont réussi à l'école. Mais son mari n'a pas voulu, donc il m'a créé vraiment beaucoup de problèmes et j'en souffre vraiment pour cette sœur africaine. Mais bon, que faire? S'il y a une association à Lyon, j'aimerais bien avoir les coordonnées pour que cette femme puisse y aller. Merci madame pour votre témoignage. Alors on va déjà, est-ce que vous avez des contacts d'autres associations, pas forcément la vôtre, qui soient présentes à Lyon ou dans les environs? Pas du tout, parce que les femmes maliennes de Montreuil, on a décidé, c'était une idée qu'on avait décidé au début. Oui. Comme la dame vient de dire, la plupart de nos adhérents sont analphabètes. Ça ne sert à rien de multiplier des lieux si on n'a pas des gens qui peuvent suivre. Oui. Et déjà, à Montreuil, les femmes qu'on a, ce sont des communautés très très jeunes. Les femmes, ils ont commencé à venir seulement massivement depuis dans les années 80. Beaucoup. Et elles sont beaucoup jeunes, avec des enfants. Et elles peuvent peut-être aller jusqu'à Montreuil, mais quand on va multiplier les lieux, c'est compliqué. Et ce qu'elle dit pour la personne qu'elle accompagne, c'est une souffrance. On a tous été dans le même cas. Mais si c'est possible de travailler avec le mari, je pense qu'il y a quand même une méconnaissance de l'un à l'autre là pour que la femme elle sort. Il y a aussi un truc que des fois quand les femmes elles sont pas prêtes, on a du mal à les faire avancer. Parce que ça nous arrive souvent que les femmes nous disent et il faut faire pour moi. Moi je dirais à les femmes que c'est quand même facile de dire c'est la voisine qui a dit ou c'est la dame de l'association qui a dit. Mais n'importe quelle personne qu'on a envie d'aider, on aide la personne, mais on ne fait pas pour elle. Quand elles sont prêtes, quand la femme est prête de se battre, elle se bat toujours. De toute façon. Oui. Madame, à Lyon, je voudrais donc porter à votre connaissance qu'il se trouve à Lyon une association du nom de Regard de Femmes avec à sa tête Madame Michèle Vianney que nous avons d'ailleurs reçue sur ce plateau. C'est l'association Regard de Femmes. En allant donc sur Internet, vous pouvez trouver leurs coordonnées ou alors vous nous adressez un mail à ladyvousécoute@telesud.com pour que nous puissions vous communiquer quelques coordonnées d'associations locales, quand bien même ce ne seraient pas forcément des associations de femmes maliennes. Il est vrai que les associations de femmes ont la porte ouverte pour toutes les femmes du monde. Le problème peut-être de la langue sera résolu en trouvant une personne, un effort de votre part et certainement celui de ces associations-là pour qu'il y ait une personne qui serve d'interprète. Vous avez entendu ce que nous dit Madame à Lyon. Madame, précédemment, qui a appelé devant, vous nous a indiqué exactement la même situation. Je le sais, moi aussi, pour l'avoir entendu dans mes petites oreilles, que de se battre en faveur des femmes, c'est de mettre la pagaille dans le mariage de ces dames. Donc, on n'est pas toujours bien vu par ces messieurs. Qu'est-ce que vous sauriez dire à toutes ces femmes qui veulent accompagner, apporter des solutions, orienter tout au moins des femmes en difficulté par rapport aux menaces que deviennent les maris quelquefois? C'est-à-dire, moi, je pense que les menaces des maris, c'est simplement une incompréhension. Moi, j'ai travaillé 13 ans dans le même locaux qu'un groupe d'hommes. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y a la peur de l'autre. C'est-à-dire, je me suis rendu compte qu'il y avait la peur de perdre sa place d'homme. Les femmes, elles y vont trop vite. Il ne faut pas rêver. Nous, on avance beaucoup plus vite en Europe que les hommes. On arrive au bout de 9 mois, on est enceinte, on va à la PMI. On a un enfant, on va à l'école. Et que ces hommes, ils vont travailler, ils vont aller au foyer, ils rentrent à la maison. Nous, on a beaucoup plus la chance d'être avec le monde extérieur que les messieurs. Et donc, ça se fait qu'on est en avance. D'ailleurs, c'est même pas ça se fait, on est en avance de compréhension pour beaucoup de choses par rapport à les messieurs qui n'ont pas compris pourquoi on est en avance. Bon.
Ça n'est même pas moi qui le dis, mais c'était comme le nez au milieu de la figure. D'ailleurs, on a un monsieur qui l'a dit sur le plateau. Il a failli se faire enlever les 2-3 cheveux qui lui restaient sur la tête. C'est vrai que les femmes sont autant, je pense, autant que les hommes en contact avec l'extérieur, mais la manière de capitaliser ce contact-là est certainement différente. Nous allons repartir à Londres et ensuite, je voudrais que nous revenions à cette question d'excision en rappelant que le 1er février est la date de lutte, la date nationale de lutte contre l'excision. Donc, ça tombe à point nommé. Nous sommes pratiquement dans cette actualité-là. Madame à Londres, bonjour. Oh, bonjour, Lady. Bonjour. 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 Maman Awa, tu es complètement géniale. Merci. Tu dis les choses comme Merci, dans un... ma chérie. Tu dis les choses comme dans un livre. Tu parles de l'expérience. Merci. Maman Awa dit la peur de l'autre. Quand on a peur de l'autre, les hommes, ils ont peur. Ils ont peur de la femme intelligente. Ils ont peur de la femme compétente. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais essayer. Je vais un peu parler de l'excision qui, malgré tout, malgré que nous changeons de terrain, malgré que nous sommes en Europe, l'excision continue à être un mot, je ne sais pas comment je vais dire ça, quelque chose qu'on n'arrive pas à guérir. Ici en Angleterre, il y a un programme où on essaie de reconstituer le corps des jeunes filles qui ont été victimes, parce que même jusqu'en Angleterre, il y a toujours les familles qui font subir cela à leurs enfants. Je rebondis sur la question des maris. Nous qui travaillons dans la commune, moi je parle de mon expérience parce que il est mieux des fois de parler de soi-même. On est plus fort quand on parle de soi-même. J'ai perdu une amie, nous avons grandi ensemble. On a été à l'école ensemble au Cameroun. Nous sommes arrivés ici. Elle était dans un ménage où elle était battue. Quand elle venait me voir, elle avait toujours des bleus. Elle me dit, oh, je suis tombée de l'escalier, oh, je suis ceci, je suis cela. Et à la fin, elle ne pouvait plus cacher. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Il a dit, je veux plus que tu la vois. Je veux plus que tu la vois. Elle est très active. Cela. Ok. Du coup, j'ai perdu ma copine et aux dernières nouvelles, il lui a cassé le nez, il lui a cassé deux doigts. On ne peut pas ouvrir une porte qui est fermée. Un jour, ma patronne m'a dit, regarde cette dame, elle est restée dans un ménage pendant 50 ans. Mais à l'âge de 70 ans, elle s'est levée un jour pour partir. Maman Awa a dit que tu ne peux pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt. Quand une femme n'est pas prête, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'est pas prêt. On va créer des associations et on va faire, ici on appelle ça outreach, partir de votre maison et aller les retrouver. Vous allez les retrouver, la culture, c'est-à-dire que souvent, avant même que l'homme ne parle, nous en Afrique, c'est pour ça que les dit, quand je participe à l'émission, je parle de la thérapie. Nous ne connaissons pas la thérapie parce qu'en Afrique, on cache. En Afrique, on ne sait pas parler. Parce qu'on ne sait pas parler, on ne peut pas recevoir de... Tu vas aller voir l'autre, ça sera que ouais, tu vas aller lui raconter ta vie, tu vas aller lui raconter cela, alors que ton foyer doit rester un secret et tu es en train de mourir. Alors, il y a une autre chose, quand on dit que les hommes, il faut éduquer les hommes, mais il y a des hommes qu'on n'éduque pas. Il y a des hommes, ils sont foncièrement méchants. Ils n'ont pas envie que la femme bouge. Parce que quand elle va bouger, elle va créer en vous un état d'infériorité. Alors l'homme, quand il se sent inférieur, il va chercher son pouvoir à appuyer, à mater cette femme qu'il a dans la maison. Et vous ne pouvez pas changer ça. On se battra toujours. Et tout ce que je vais dire, c'est que apportons l'éducation à la femme, apportons l'éducation à la famille tout entière, en leur disant que lorsque vous éduquez votre femme, quand vous partez au travail, elle restera là, vous aider avec les enfants. Elle ne peut pas tendre la main toute la vie. Il est important que quelque chose à la maison. On dit toujours que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais il faut enfin, un jour, qu'il y ait aussi un grand homme derrière une femme, n'est-ce pas? Oh, yes, indeed. Merci pour votre appel. Alors, Journée nationale de lutte contre l'excision, je le disais, c'est le 1er février. Pour en revenir à la question qui est votre vécu, celui de votre fille et qui menace votre petite fille, avez-vous pris attache avec le GAMS? Vous connaissez le GAMS? Oui, j'ai entendu parler. Le groupement d'action contre les mutilations sexuelles. Est-ce que vous vous êtes rapproché d'eux?
Ils sont ici, c'est vrai que votre petite fille est là-bas. Et je parlais de l'AMSOP, donc avec Madame Sidibé qui se trouve à Bamako, des contacts que je vous donnerai aussi. Madame nous dit, les hommes sont méchants. On a entendu parler de la tradition aussi quelque part. Votre ex-mari vous dit j'ai fait cela, j'ai fait exciser nos filles, je vais faire exciser notre petite fille, fais ce que tu veux. Est-ce qu'il n'est pas prisonnier, lui, de la tradition? Est-ce que c'est juste de la méchanceté? Peut-être que quelque part, dans sa tête, il se dit c'est ce qu'il faut. Moi, je trouve que c'est la méchanceté. Il a été méchant envers moi et puis il est toujours. Moi, je trouve que c'est la méchanceté. Tout simplement? Ben oui. Est-ce que vous avez essayé de parler avec des hommes autour de lui, des hommes d'un autre âge, des personnes qui peuvent peut-être lui parler plus facilement que vous? Ben oui, je l'ai fait. J'ai essayé de voir tous les parents de sa famille. J'ai parlé à tout le monde. Tout le monde même me dit qu'ils ont peur de lui. Il ne peut rien lui dire parce qu'il ne comprend pas. Il ne veut pas lâcher, donc eux aussi, ils ne peuvent rien. Votre fille, elle a 17 ans, donc elle va sur ses 18 ans. Est-ce que le fait qu'elle devienne majeure... Est-on majeure à 18 ans au Mali, d'ailleurs? Oui. Alors, le fait qu'elle devienne majeure, est-ce qu'elle peut être autonome de son père sur cet aspect-là, au moins, ou est-ce qu'elle dépend de lui financièrement? Non, tu sais qu'en Afrique, ce n'est pas comme ici. C'est vrai. Voilà, ce n'est pas comme ici. Elle a peur, même tout de suite, quand je suis allée en vacances, elle était tout le temps à côté de moi et pleurait. Maman, j'ai subi ce problème-là, je ne sais pas qu'est-ce que je fais. Même si j'essaie de parler avec son père, elle a peur. Elle dit que non, maman, ne fais pas ça. Sinon, elle va me taper ou bien à ton absence, il va me faire du mal. Non, ne fais pas ça. Donc, elle ne peut rien. Est-ce que vous regrettez d'être partie, de ne pas être restée sur place? Mais tu sais que ça fait à ma présence. Oui. Oui. Voilà, donc, ça fait à ma présence. Donc même si vous étiez là-bas, ça ne changerait rien? Ça ne changerait rien. Au contraire, quand je suis venue ici, ça a été bien parce que depuis que je suis arrivée ici, j'ai pu payer leur école. Oui. Si je n'étais pas là, ils n'allaient pas partir à l'école. C'est parce que je suis ici qu'ils sont allés à l'école. Monsieur, au téléphone, vous êtes à Paris, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Rappelez-nous, s'il vous plaît. Madame dit à plusieurs reprises, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que votre association a des contacts? Vous avez dit tout à l'heure que vous orientez les personnes vers telle ou telle structure qui est spécialisée, chacune dans un registre donné. Quand elle vous dit, je ne sais pas quoi faire, à plusieurs reprises, qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, pour une personne qui est membre de votre structure, qui, par ailleurs, dans sa vie privée, a ces préoccupations-là? Comment pensez-vous qu'on puisse apporter une solution? C'est-à-dire, nous, les solutions chez nous sont longues, comme partout. Oui. Mais on ne lâche pas. On motivera la personne jusqu'à le temps qu'elle soit autonome. Et parce que c'est vrai, les associations, ils sont très, très rapides, des fois, et très forts si les moyens sont donnés. Oui. Mais des fois, on peut faire des choses que la personne n'est pas prête d'assumer derrière. Quoi, par exemple? Par exemple, je parle de cohabiter quelqu'un, par exemple. Ouais. Et en Afrique, surtout dans les villages, quand la femme a des difficultés dans son couple, elle prend ses enfants ou elle laisse l'enfant, elle s'enfuit dans la famille. Et ça donne le temps à l'homme de réfléchir à la place de la femme. Avant qu'il arrive, des choses s'arrangent, les gens ils négocient, elle revient. Mais elle n'est pas partie pour toujours. Ouais. Elle est partie simplement pour qu'on tire un signal d'alarme, pour qu'on la reconnaisse, qu'on la laisse tranquille. Et si jamais ici, elle parte, le retour est difficile. Et c'est pour ça que si ça arrive que la femme elle parte parce qu'elle a un ras-le-bol sans être prête, elle est encore plus en difficulté. Nous, on travaillerait beaucoup pour que la femme elle soit prête pour décider qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire. Et en sachant que si vraiment c'est possible, la vie à deux, c'est quand même mieux pour élever des enfants et que de faire tout seul. Parce que la femme, elle se culpabilise tout le temps, comme l'homme se culpabilise. J'ai un enfant qui ne va pas bien. Si j'étais avec le père, ça irait bien. Ça n'a rien à voir. Mais si on a des difficultés dans le couple, on se culpabilise toujours pour des choses qui n'ont rien à voir. Comme dit madame, même si elle était là, ça ne changerait rien, puisque même en sa présence, on a fait exciser ses enfants contre son avis. Voilà.
Et ce qui concerne l'excision, moi je dirais même bravo et félicitations pour Madame Amina au Mali et puis les GAMS qui est là. Lundi, ils étaient à Montreuil malgré qu'on n'a pas participé. Ils font de gros travail. Et il y a des gens aussi qui sont à féliciter, qui ont commencé souvent les premières batailles de l'excision, ce sont des PMI. Et nous, on a dit ce qu'on pense. L'excision, il faut vraiment les traiter à la source. Si vraiment on peut traiter l'excision au Mali, les gens qui sont sur place, de les aider comme il faut et compléter nos forces ici et là-bas pour aller vers la tradition. Parce que j'ai l'impression que cette tradition-là est tellement forte dans la tête des gens qui ont imprégné et que ce n'est pas en simple parole comme ça qui ne va pas le changer. Et nous, on entend tout le temps, le Mali a avancé, ils ne font plus l'excision, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais moi, j'étais dans ma famille janvier dernier, tous les bébés qu'on m'a présentés, 6 mois, ils étaient excisés. Voilà. Je n'ai pas vu ailleurs, hein, je parle de ma famille. Et je me suis dit, le Mali, c'est un grand pays. Il est normal que les femmes ne peuvent pas tout faire. Ils ne peuvent pas aller sur tout le terrain. Mais est-ce que le mode d'excision a changé? Ou est-ce que vraiment l'excision est abandonnée? Moi, j'aimerais bien que les lois y aident les gens qui sont sur le terrain pour vraiment aller à la rencontre de ces traditions-là, pour dire maintenant, on arrête. Madame à Lyon, nous vous écoutons. Oui, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Très bien. Bonjour. Alors, je suis très intéressée par ce sujet que vous abordez aujourd'hui. Et surtout, je loue beaucoup le courage des 2 mamans qui sont sur le plateau. Alors, pour revenir à cette histoire d'excision-là. Donc, effectivement, c'est de la tradition. Hein. Et comme nous le savons tous, c'est pas facile d'un revers de la main comme ça de balayer des choses qui ont été entretenues de siècle en siècle. Alors personnellement, je suis originaire du Cameroun, pour vous dire comment la tradition peut peser et être difficile à vaincre. Et originaire du Cameroun et d'une région de l'Ouest, plus précisément de la région de l'Ouest. Et donc alors, dans mon village, il y a un petit groupe de jeunes qui s'était formé, constitué de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui sont allés voir le chef traditionnel du village pour... eux, en fait, leur but, c'était de lutter contre les rites de veuvage, qui sont quand même assez humiliants pour la femme, on va dire. Et en fait, ils se sont dit, tiens, et si on essayait de combattre ça, et leur idée, c'était de dire, on va voir l'autorité, donc qui représente tout le village, puisqu'on se dit, si les choses doivent changer, c'est peut-être par le haut qu'on devrait commencer. Et que s'il y a des lois à prendre, un peu comme dans un pays, s'il y a des choses à changer, ça peut passer par des lois, des interdictions, et si c'est le chef qui le dit, peut-être ça marcherait mieux. Donc on est allé voir le chef, et le chef, la première chose qu'il leur a dit, c'est écoutez, vous savez, moi, quand j'arrivais ici, moi, avant d'être chef, toutes les rites, moi, que j'ai subies, moi, je ne peux pas du tout vous promettre que je vais dire quoi que ce soit, parce que c'est notre tradition et parce qu'on doit l'entretenir. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, en fait, je pense que la liberté des femmes, c'est nous qui devons la saisir. C'est nous qui devons travailler à cette liberté-là. Et si on y renonce, c'est tout simplement renoncer à vivre, et ça, il ne faut pas le faire. Je trouve que madame a bien fait. Alors, je n'ai pas retenu son nom, mais l'idée de partir comme ça du Mali, comme une façon de dire non à toute cette atmosphère un peu compliquée qu'elle vivait, elle a bien fait. Partir, c'est un choix qu'elle a fait, même si le fait de partir ne va pas résoudre dans tous les problèmes qu'elle a laissés derrière elle, c'est déjà prendre le choix, la liberté de dire « moi j'en ai marre, moi ça ne m'intéresse pas, je vais faire les choix qui sont bien pour moi ». Donc ça c'est déjà un début de solution. Après, dans un deuxième temps, il faudrait pouvoir rentrer comme elle a fait et essayer d'éduquer, peut-être qu'elle n'y arrivera pas forcément toute seule, d'éduquer avec les associations, d'éduquer les hommes aussi, parce que ça passe bien par là. Mais c'est un travail de longue haleine, donc il faut être patient. Mais la première chose, c'est déjà de faire des choix qui sont bien pour nous, pour commencer, et ne pas se résigner en disant, de toutes les façons, c'est comme ça, c'est la tradition.
Donc voilà ma modeste contribution. Merci, madame, pour votre apport. Alors, pensez-vous que ce que madame propose, faire travailler sur le terrain, vous devez certainement connaître Fantani Touré, qui lutte beaucoup contre l'excision, grâce à laquelle moi j'ai pu arriver justement jusqu'à Bamako. Est-ce qu'avec des personnes qui travaillent ici et là-bas pour sensibiliser les familles à l'origine, on parle de médiation interculturelle, c'est aussi cela, cette interculturalité, non pas de casser complètement toute chose, toute base traditionnelle, mais d'expliquer à travers une médiation, là aussi c'est le cas de le dire, avec des personnes qui sont à la fois ici et à la fois là-bas, pour pouvoir changer ces choses-là. Est-ce que vous êtes rapproché de Fantani Touré, par exemple? Non, je me suis pas. Oui, je me suis rapprochée de Fantani Touré ici l'année dernière. Oui. Quand elle était, je ne sais pas, ça fait 2 ans, elle était venue en concert ici. En ce moment, elle était enceinte. Je suis allée au concert à cause pour pouvoir la voir. Oui. Ben, j'ai essayé d'expliquer un peu. Elle me dit que oui, Fatoumata, je n'ai pas assez de temps ce soir-là. Je te donne mon numéro, tu m'appelles. Il m'a donné sa carte. Je l'ai appelée 3 ou 4 fois. Ben, elle me dit que oui, elle a des choses à préparer. Il faut attendre après, elle va m'appeler. Mais après, je l'ai appelée. J'ai trouvé qu'elle est partie au Mali. Je ne l'ai pas eue. Nous allons donc remonter la piste, puisque le contact de Fantani, quand même, à Bamako, je l'ai. Nous allons prendre Madame Atrape. Bonjour. Bonjour, bonjour les deux dames Bonjour, qui sont sur le plateau. Je voudrais intervenir sur votre débat. Le premier thème qui est fondé sur la liberté et l'autonomie de la femme, si je pense, et l'excision. Donc, premièrement, et je pense que les hommes qui refusent de donner la liberté à la femme, ça dépend de leur mentalité, le milieu et leur niveau intellectuel. Parce que, bon, en général, au Mali, moi-même je suis malienne, les hommes qui sont nés au village et grandir au village, ils ont vraiment la peine de donner la liberté à la femme. Quant au niveau de travail, quand on pense de liberté, et ils pensent autrement. Voilà, ils pensent autrement à la liberté. La liberté, c'est pas seulement pour aller se promener, se balader ou aller draguer des hommes, mais non, c'est pas ça la liberté. Mais ils comprennent pas. Voilà, la liberté déjà, c'est le bien-être de la femme. La femme s'épanouit intellectuellement, physiquement, et aller travailler, s'occuper de la femme, de ses enfants. Pour moi, ça fait partie de la liberté. Bon, en général, moi en tout cas, j'ai eu la chance d'avoir un mari qui vient de Bamako, qui est né et grandi là-bas. Depuis le jour que je suis arrivée en France, la première des choses, il m'a dit, tu as déjà étudié au Mali, donc j'aimerais bien que tu te spécialises dans un domaine déjà. Donc il m'a guidée. Il m'a ramené de faire la formation, j'ai passé mon concours, il m'a donné ma liberté en ce moment. Même au niveau des allocations, tout, il me dit, madame, c'est toi qui gères. C'est toi qui as fait tes enfants, je te laisse la liberté dans ton foyer, tu gères tout. Donc moi, en tout cas, ces côtés-là, même mes copines qui sont mariées avec des hommes du village, elles ont la galère, franchement, à mes côtés. Les hommes qui sont nés et grandis au village, ils ont des mentalités très, très, très différentes des hommes qui sont du Bamako même. Les hommes du village, ils sont vraiment sévères, vraiment. Ils veulent tout dominer, ils veulent tout maîtriser, pour eux, la femme, elle est là, c'est une esclave, quoi. Tu me suis, tout ce que j'ai dit, oui, et c'est tout. La femme n'a pas son mot. Donc ça peut pas aller. À l'heure actuelle, l'ère du 20e siècle, c'est pas possible. Bon, quant à l'excision, c'est pareil. Au Mali aussi, c'est des ethnies qui le font, et des ethnies qui ne le font pas. Voilà. Donc en général, quand on part encore, on revient en arrière, c'est toujours les mêmes personnes du village. Hein. Voilà. En général, au jour aujourd'hui, les gens qui sont des Bamako, ils pratiquent plus ces trucs-là. Les filles du Nord, les filles du Dogon, les filles des Sikasso, et ils ne le font pas. Ah non, ils ne le font pas. C'est en général toujours les gens du village qui font ça. Surtout le milieu soniqué, les milieux autre chose. Donc il faut quand même qu'ils essaient de donner toujours la liberté à la femme. Il y a des femmes qui font des césariennes, au niveau des rapports sexuels, ils ont des douleurs, ils ont plein de choses. Il faut que ces hommes-là ils comprennent, qu'ils donnent la liberté à la femme.
Merci, c'est ce que je voudrais. Merci. Merci. Merci, madame, pour ce que vous avez apporté. Je voudrais, moi, personnellement, tout de même lancer un appel au monsieur qui regarde cette émission. Vous l'avez entendu, messieurs, on a besoin de vous. Tous ces combats, notamment quand la vie est mise en danger, là, je parle là du combat des femmes, on a besoin de votre voix, de votre parole. Peut-être que ceux des hommes qui sont versés, vautrés dans ces pratiques-là, au nom de, je ne sais pas, de la tradition, de la méchanceté ou je ne sais pas quoi d'autre, ont besoin d'entendre de la voix d'autres hommes qu'il est grandement temps que les choses s'arrêtent. Alors, vous nous regardez, vous êtes fidèles à cette émission et je vous en remercie grandement. Mais s'il vous plaît, appelez pour qu'on entende votre voix et que vous puissiez faire passer ce message-là. Parce que nous avons ici madame qui est venue témoigner, qui a été victime de cette situation, qui l'a vu faire sur ses filles, et sa petite fille est menacée. Vous l'avez entendu au téléphone. L'excision, ça n'est pas juste comme une petite promenade de santé. Il y a des complications. On peut perdre la vue pour parler simplement. Vous voyez, je m'en hardis moi aussi. Mais peut-être que la voix des hommes va peser. Et c'est en cela que dans la lutte du combat en faveur des femmes, on a besoin de vous, messieurs. Lady vous écoute, n'oubliez pas, c'est aussi une tribune pour vous. Merci de nous appeler. Je voudrais que vous réagissiez à toutes ces choses. Donc, il y a ce qui se passe ici, il y a ce qui se passe là-bas. L'interculturalité Montreuil, vous avez dit, on dit que c'est le grand village malien en France, mais en attendant, le Mali est au Mali. Est-ce que dans votre travail sur l'interculturalité, dans le travail et l'accompagnement que vous proposez aux femmes, aux familles donc, par voie de conséquence, puisque les enfants et les hommes en bénéficient, avez-vous pensé à développer aussi quelque chose avec des associations à l'échelle locale, je parle là du Mali, pour pouvoir accompagner aussi dans ces changements de mentalité, pour pouvoir favoriser certaines choses, pour que quand les femmes, par exemple, arrivent ici, que les familles arrivent ici, que ce soit déjà amorcé, que vous n'ayez pas à commencer à zéro le travail que vous devez faire. Vous avez dit, on ne peut pas aider une femme qui n'est pas prête, mais on peut peut-être l'aider à être prête. Et c'est ce qu'on fait. Nous, notre travail, c'est surtout aider la femme à être prête. Nous, la difficulté qu'on a pour quand on va en Afrique, il y a la fille des trappes, je ne sais pas quelle qui a parlé de tradition. Quand on arrive en Afrique, nous, surtout nous les villageois, avec nos enfants, on n'est plus maître de terrain. C'est ça notre problème. Vous êtes maman ici, vous arrivez, il y a votre maman, il y a la belle-mère, il y a ceci, il y a cela. Il y a d'autres propriétaires de l'enfant, comme il est arrivé à Fatoumata, pour sa petite fille. C'est pour ça que nous, si on peut travailler avec les gens qui sont là-bas au Mali. Et d'ailleurs, je vais vous interrompre parce que nous avons une dame au téléphone du Mali, justement, et nous revenons avec vous. J'en suis désolée. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Allô? Est-ce qu'elle nous entend? Elle a coupé. Bon, je vous interromprai si elle rappelle. Allez-y, je vous prie. À force de parler du Mali, le Mali s'est manifesté. Oui, je suis désolée. Donc, si vous travaillez avec les familles et les associations qui sont là-bas, est-ce que ça facilite vraiment les choses? Moi, je pense que chaque terrain est différent. Si la famille qui sont là-bas, ils sont pris en charge par des associations qui sont là-bas, oui. Ceux qui sont ici, qui sont pris en charge par nous, je pense qu'à nous deux groupes, on fait quand même quelque chose de bien. Parce que nous, quand on réunit les femmes ici pour parler de l'excision, il y a énormément de questions qui posent, des questions d'incompréhensibles. Moi, j'étais excisée. Si ma fille n'est pas excisée, est-ce qu'elle va être mariée? Est-ce qu'elle va être ceci? Est-ce qu'elle va être cela? La femme immigrée en France, surtout comme elle dit, la femme des trappes, des villageois, nous sommes dans les questionnements. Parce qu'on a toujours la peur d'être indifférent de ceux qui sont restés au village. Et c'est pour ça que nous, notre souhait est que de prendre les villageois des traditions qu'on a laissées derrière en même temps que nous. Parce que si nous, on est formés ici, on arrive là-bas, que c'est resté pareil, c'est un peu compliqué. Ouais. Moi, je suis arrivée dans ma famille, en commençant par ma propre famille, j'ai dit, maman, on a appris en France que l'excision, c'est pas bon. Elle me regarde. Maman, on a appris que là-bas, l'hygiène, c'est important. Au troisième question, elle me dit, oh, toi, là, tu es parti faire 15 jours en France, tu veux tout changer comme ça? Et que j'avais fait déjà 20 ans. Et ça, c'est ma propre vécu à moi, mais d'autres personnes est dans le cas. C'est vrai. Mais quand il s'agit de la santé, de l'avenir des gens, moi, je pense qu'il faut d'abord lui prendre la tradition où il était né, et c'est plus facile à suivre. Nous allons prendre monsieur en Arabie Saoudite. Bonjour. Bonjour Lady.
Nous vous écoutons. Bonjour, monsieur. J'appelle d'Arabie Saoudite, je voudrais intervenir sur l'excision et réagir un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'il fallait que les hommes aussi réagissent à cela, peut-être que ça pouvait aider les hommes. Bon, mais moi je voudrais dire que l'excision, c'est pas un fait des hommes. Les hommes, peut-être il y a une génération qui a aimé et qui aimait ça et tout ça, peut-être ça les aidait. Mais je crois que la jeune génération, nous, on n'en a rien à foutre. Parce que l'excision, pour nous, je sais pas, c'est souvent les femmes qui pratiquent l'excision. Et comme la dame dit, quand elle arrive au village, c'est sa maman qui lui dit que vous voulez changer, vous voulez faire ceci. Mais moi, je pense que si on demande l'avis des hommes, franchement, aujourd'hui, aucun homme ne voudrait qu'on excise. Moi, qu'on excise sa fille et que sa femme soit excisée. Mais il y a le mari de madame, il y a le mari de madame pourtant. Vous l'avez entendu, son témoignage, son mari a fait exciser leurs 2 filles et puis veut le faire pour la petite fille, vous l'avez entendu. Oui, mais d'accord, mais moi je suis en train de dire que, d'accord, ça ce sont des faits, des sociétés, ce sont des faits qui sont passés là-bas, je pense à une certaine époque. Moi je me dis que la nouvelle génération, je pense aujourd'hui, tous ceux qui ont des enfants, personne ne voudrait que ça se passe ainsi. Mais c'est que les femmes devraient comprendre que l'excision, c'est pas pour plaire aux hommes, parce que ça ne nous plaît pas. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on ne veut pas. On dit où on avait un mois d'arrêter ça net, on aurait arrêté. Et ces gens qui continuent à le faire aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que les gouvernements, ou bien, je sais pas moi, que les pouvoirs publics prennent des décisions et qu'ils appliquent ces décisions. Même si c'est sous forme de sanctions, je sais pas, sous forme de condamnation, il faudrait que ça se fasse. Parce que moi, je pense qu'on ne peut pas se mettre à mutiler des gens comme ça, je sais pas, pour pouvoir les contrôler, bien contrôler leur sexualité. Ça peut pas se faire. Et il faudrait qu'on essaye d'arrêter ça. La femme, c'est pas l'objet sexuel de l'homme. La femme, c'est notre partenaire, c'est pas un objet sexuel. Donc je pense qu'il ne faudrait pas que les gens essayent de prendre leur fantasme et de dire que on doit contrôler la femme sur ceci, sur cela. La femme, c'est notre mère aussi. Je ne sais pas. Excusez-moi de réagir comme ça. Mais non, mais vous avez le droit de réagir, nous sommes là pour cela. Merci, merci monsieur pour votre appel. Vous êtes le bienvenu, vous avez tous le droit de réagir autant que vous soyez de notre avis ou pas du tout. Nous sommes dans un espace de parole ouvert à tous pour pouvoir faire avancer les choses. Alors, tout de même, je voudrais que vous réagissiez, Fatim, à cette question de l'excision. Ce sont les femmes, c'est les femmes qu'ici. On dit que ce sont les femmes qui pratiquent l'excision. Est-ce que c'est de leur propre gré? Est-ce que, comme disait la maman de Hawa, est-ce que c'est parce que ça s'est toujours fait depuis la nuit des temps, on ne va rien changer? Par où faut-il attraper la question? Moi, je crie au secours, je dis les hommes venez parler aux hommes. Monsieur dit les gouvernements venez parler aux femmes. Où est-ce qu'on va faire? Bon ben, moi je trouve que ce n'est pas le propre gré aux femmes. Hein. Ce n'est pas les femmes qui veulent faire l'excision. Mais comme le monsieur il a dit comme ça peut être, mais je crois qu'à mon avis, ce n'est pas ça. Monsieur à Paris, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour votre invité. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je voulais intervenir par rapport à votre émission, votre téléspectateur qui a appelé des trappes. Oui. Qui disent ouais, mais bon, par rapport aux les hommes de Bamako, les hommes des villages, bah moi j'aimerais intervenir par rapport à cela. Ça dépend de la personne, la mentalité des gens. Il y a des gens qui venaient des villages, ils ont bonne mentalité plus que les hommes de Bamako. Oui. Les gens, comment ils étaient éduqués, ça dépend comment ils étaient, tu vois, leurs parents, la façon qu'ils avaient éduqué, tu vois. Donc, il ne faut pas généraliser les choses, de dire, ouais, bah, c'est par rapport à Soniké, ou c'est une Netini. Non, non, non. C'est des conneries, tu vois, c'est ce qu'elles disent. Il peut parler, ouais, normalement, la mentalité des gens, c'est un peu différent, tu vois, ouais, on peut d'accord avec ça. Tu peux sortir dans un village, d'être là, ouais, tu peux vraiment avoir une bonne mentalité, ou tu peux... De toute façon, toutes les éducations, ça vient des parents. Si tes parents, la façon qu'ils t'ont éduqué, si ils t'ont bien éduqué, t'arrives là, tu sortais des villages, ça apparaît, tu vois. Moi, je sais que je suis né au Gabon, j'étais allé grandir au village, j'ai fait peut-être quelques mois là-bas. Mais je sais comment j'ai vécu au village. Tous les villages, ils sont pas pareils. Il y a des villages qui sont modernisés, il y a des villages qui sont contre même l'excision. Il ne faut pas qu'on confond tout, tu vois. Donc c'est par rapport à cela que je vous remercie. Oui, monsieur, ne partez pas s'il vous plaît. J'aimerais bien vous entendre sur l'excision. Oui. Bah c'est dans ce sens-là, tu vois, il y a des villages qui ne les font pas. Ça dépend des villages.
C'est pas les villages, ce sont des êtres humains qui décident d'exciser ou pas. C'est pas le village tout seul. Voilà, c'est pas les villages. C'est les autres humains qui décident que je vais faire ça, je vais faire ceci, cela. Quel est votre avis, monsieur? Mon camarade, il vient de dire. Normalement, tout dépend de la personne. Si je voulais manifester, il faut que tu vois. Oui. La manifestation, ça dépend de la personne. Si elle veut avoir son liberté, il faut qu'elle elle est prête. Si elle n'est pas prête, comment Monsieur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous répondre par oui ou par non? Faut-il exciser les filles ou pas? Normalement, il ne faut pas le faire. Merci. C'est tout. Merci. Alors, beaucoup de choses dans Lady vous écoute. On avait en fond d'écran quelques images. Ce sont là, c'est un petit extrait d'un film que je voudrais vous montrer. Vous avez travaillé avec Laurence Petit-Jouvet qui est venue ici nous montrer quelques images de ce qu'elle a fait. Ce film qu'on avait montré le 8 mars l'année dernière. Nous approchons au 8 mars bientôt. Des extraits de ce film-là. Elle est venue travailler avec vous. Comment les choses se sont passées? C'était une proposition qu'elle nous a faite. Déjà, Laurence est ma voisine. Oui. On se connaît et après, on est venu dans l'association. Et qu'elle a eu la proposition de faire une lettre filmée entre les femmes du Mali et les femmes qui sont à Montreuil, de la diaspora d'ailleurs. Et bien, nous, on s'est dit, c'est très bien. Parce que ça fait longtemps qu'on a envie de se parler, mais on ne sait pas comment. On a trouvé que tant que les femmes n'ont pas parlé sur le même terrain, échanger nos idées, et on a du mal à avancer. Et que chaque femme se batte dans son coin. Et du coup, pour nous, c'était vraiment une grande porte ouverte pour qu'on ouvre nos cœurs de dire à les femmes du Mali et notre mode de vie, qu'est-ce qu'on attend de eux, et puis ainsi de suite, comment on vit ici. Parce que malgré il y a la télé, il y a vos émissions, il y a tout de machin, mais il y a un mur épais entre l'Afrique et l'Europe et que personne n'a vu derrière qu'est-ce qui se passe. Quand on rentre, on crie, on dit ça va pas là-bas, on a telle difficulté, on dit les gens ils l'entendent pas. On a pensé qu'avec les films que la porte il va être ouverte et des oreilles il va entendre certaines choses qu'ils ne croyaient pas. Ce film s'intitulait d'ailleurs Correspondance. Alors on m'apprend que ça n'est pas un extrait vidéo mais des photos. Nous allons repartir à Londres, prendre Madame au téléphone. Allô Lady, oui. Je voudrais dire quelque chose de très important à Maman Fatima en face. Je veux qu'elle sache, sur ce plateau aujourd'hui, le monde entier l'a entendu. Son combat, si elle ne le combat pas elle, une autre génération combattra son combat. Essuie tes larmes, maman, et sache que, assise sur ce plateau aujourd'hui, avec l'édifice que Lady bâtit, les médias sont quelque chose de grand. Vous êtes assise là aujourd'hui, quelqu'un vous voit. Quelqu'un vous voit. Votre voix est partie. Votre témoignage restera. Ceux qui ont entendu et le raconteront aux autres. Essuyez vos larmes et je vais vous conseiller la thérapie si vous pouvez. Allez parler à quelqu'un. Voyez un thérapeute, voyez un psychiatre, voyez qui vous voulez. Mais je vous dis, assise sur ce plateau aujourd'hui, la victoire est la vôtre. Le monde entier vous a vu. Le monde entier vous a vu. Et votre combat, si vous ne le combattez pas, combattra. Merci à Maman Awa d'être ce que vous êtes. Continuez de combattre. Merci. Merci. Merci à vous parce que de courage, j'en avais besoin. Je vous laisse réagir, Fatih. Un petit mot. Ça va aller. Oui. Respire. Ça va aller. 01 45 55 76 87 dans Lady vous écoute, c'est donc en fond de la télé-réalité. Ici, c'est la réalité de la réalité. Merci vraiment. Lorsque vous venez nous parler de ce que vous faites, nous ne sommes pas là pour créer seulement des effets spéciaux, mais trop consciente de ce qu'il y a des réalités ici. Il y a des situations qui se passent. Vous êtes au-devant des familles. Vous savez qu'il se passe des drames aussi dans les maisons. On ne voudrait pas stigmatiser telle ou telle
telle ou telle communauté, mais la réalité est que des fois, il y a des difficultés. On ne peut pas ne pas en parler. Moi, je voudrais vous proposer en musique, on a aussi alors pas du Mali, peut-être on va changer. On va regarder Charlotte Dipanda qui nous chante une petite musique douce qui devrait nous apaiser. C'est un cadeau pour toutes les femmes. Notre ligne reste ouverte pendant la diffusion de cela. Je vous propose d'écouter Gouel. Regardez avec nous. Awali jibubuel Obona oba morwa uhane Bangutong jibuelenga Basien buke Bebe jibuel bupenglen Komnan sangamba make Denise hon Gan jibuel Retour plateau dans Lady vous écoute. Séquence un tout petit peu difficile aujourd'hui parce que nous parlons, hélas, de choses graves. Que dis-je, hélas, heureusement d'ailleurs, il faut en parler pour que les choses puissent changer. Notre sujet s'intitule aujourd'hui « Médiation » ou plutôt les médiatrices interculturelles avec sur le plateau les dames de l'association des femmes maliennes, c'est à Montreuil. J'ai avec moi donc encore une fois Hawa Kamara qui est médiatrice au sein de cette association. Avec elle une autre dame membre de l'association, Fatim Diarra, qui est avec nous. Nous avons bien évidemment eu à parler de la question de l'excision puisque c'est non seulement l'actualité, la journée nationale de lutte contre l'excision étant le 1er février, mais parce que, finalement, pour nous, c'est un hommage. Je veux dire merci encore à Fatim, merci à vous d'être là, d'avoir accepté de venir, d'avoir accepté d'en parler. Merci. Madame en Angleterre nous disait, c'est le silence aussi qui tue. Or, les choses commencent à bouger parce qu'on accepte d'en parler. Donc, véritablement, séchez vos larmes. Vous êtes la preuve vivante qu'on peut s'en sortir et qu'il faut pouvoir continuer à se battre pour les autres. C'est douloureux parce qu'il s'agit de vos enfants, de vos petits-enfants. Mais je sais que, encore une fois, des choses sont en train de se passer en ce moment précis et que des portes s'ouvrent, les portes de l'âme de chaque femme, même s'il est des maris qui pensent que ça n'est pas nécessaire. Nous allons prendre monsieur au téléphone depuis un moment. Bonjour. Allô. Bonjour monsieur. Bonjour, moi j'appelle de Seine-et-Marne. Bonjour. Je suis d'origine mauritanienne. Ça me fait plaisir, votre émission, ça fait longtemps que je suis. Merci. Bon, franchement, je suis content. Bon, à part ça, l'émission qui concerne pour aujourd'hui, pour l'excision, franchement, cette émission-là, c'est très important avec le sujet-là. Par contre, pour ce qui concerne pour l'excision pour les femmes, moi, j'ai contre. Merci. Je contre ces excisions parce que moi, si je regarde ma femme, elle est comme ça, franchement, ça me dérange.
Bon, si je vois toutes les femmes qui ont ce système-là, vraiment, j'ai pitié d'eux, quoi. J'ai pitié de leur mari aussi, parce qu'il ne peut pas avoir le plaisir comme il veut. Bon, on ne peut pas le dire tout, ça fait mal. Bon, j'ai pas suivi le début de l'émission parce que j'étais au travail, je viens d'arriver. Bon, quand même, comme ce que je comprends de l'émission, bon, madame qui vient de présenter son cas, bon, j'ai pas tout parcourisé. Bon, franchement, bon, ça fait mal. Bon, on peut pas le dire tout. Parce que ce problème-là, c'est commencé, bon, depuis, bon, ça arrivait depuis le temps musulman. Moi, je suis musulman, j'ai pas contre. Ça veut dire que, parce que ça vient de temps musulman. Il y a des choses, on peut appliquer des temps, chaque génération à sa génération à son temps. Mais il y a des choses, on peut l'appliquer avec le temps. Si le temps ça change, si la vie ça change, il y a des choses, on peut le changer. C'est pas interdit, c'est pas... Je ne peux pas comment je vais expliquer. Ça veut dire que, bon, avec cette excision, bon, franchement, on peut arrêter maintenant. Bon, les villages, c'est vrai, tout à l'heure, il y a des gens qui parlaient des villages. Bon, ça vient des villages, et bon, des temps, avec le temps, depuis arrière-grand-père jusqu'à nous, cette génération maintenant. Jusqu'à présent, ça existe. Tous les pays qui faisaient depuis avant, toujours ça existe. C'est pas comme avant maintenant, mais ça a diminué quand même. Mais toujours, nous tous, on doit faire le combat. On doit faire battre pour cette combat-là pour comment ça va éliminer, quoi. Parce que moi, je suis désolé, bon, je suis contre. Merci, monsieur, pour votre appel. Un modèle de courage. Les femmes sont fortes, quelles que soient les situations. J'aimerais bien qu'on passe quand même, vous nous avez indiqué 8 années, malgré le défaut de papier, vous avez continué à vous battre. Vous travaillez, vous faisiez du ménage. Alors c'est un travail que l'on connaît de très loin. C'est bien d'arriver dans un endroit et de trouver que tout est très propre. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que quand on met ses pieds sales, très sales, sans respect pour la propreté qui a été faite, au nom de toutes les femmes de ménage, d'ailleurs on dit femmes de ménage, j'attends toujours qu'on dise hommes de ménage, je voudrais vous rappeler à travers ce que va nous expliquer brièvement Fatim ici, qu'il faut se lever à des heures pas possibles et nettoyer pour que les autres viennent prendre leurs aises et revenir le soir tout en ayant son travail de femme à soi, en ayant ses enfants, en s'occupant de son ménage, en s'occupant de soi. C'est très compliqué. Alors, la vie de femme de ménage, comment se passaient les choses? On se lève à quelle heure? Bon, ben, quand je faisais mon ménage, moi, je me levais à 5 heures du matin. À 5 heures, je me levais pour faire ma prière. Et puis, je prends mon métro à 5h30 pour arriver à mon travail à 6h à la Défense. Et puis, j'ai travaillé 7 sur 7, sans un jour de repos. J'ai fait 8 années dans ça. Parce que mon patron, il connaissait comment j'étais. Donc, j'étais obligée d'accepter de faire comme cela, 7 sur 7, du lundi au lundi, sans un seul jour de repos. J'ai fait 8 ans dans ça. Après, j'ai eu mon papier. Donc, dès que j'ai eu mon papier, j'ai posé comme cela aussi, 7 sur 7. Jusqu'au moment où j'ai eu des canaux carpiens à cause de mon travail. Donc, je ne pouvais plus travailler. Donc, j'ai fait 10 ans dans ce métier, 7 sur 7. Donc, tout ce que moi j'ai dit à les autres femmes du ménage, prenons soin de nous-mêmes, c'est le travail. Donc, je salue toutes les femmes du ménage. Merci, merci pour elle. Nous prenons madame en Allemagne. Bonjour. Bonjour Lady. Bonjour. Je suis Esther depuis l'Allemagne. Je vous remercie pour vos débats qui sont de plus en plus houleux et très intéressants. Merci. Ce que je voulais dire aussi à ces dames qui sont des médiatrices des associations, c'est que vraiment, ce qu'on doit apprendre à nos sœurs qui arrivent en Occident après avoir immigré, c'est de travailler. Parce que beaucoup d'entre elles arrivent et une fois qu'elles ont les papiers, elles ne veulent plus travailler. Elles s'installent dans une situation, je ne sais quoi, et elles veulent vivre du social
Et nous voyons comment les choses sont en train de changer. Si tu arrives dans un pays et qu'on régularise ta situation, tout ce qui te reste à faire, c'est de travailler. Tu ne dois pas rester chez toi et attendre que l'État ou ceci, cela fasse tout pour toi. Les maigres sommes d'argent que les États européens versent aux familles qui ne veulent rien faire ne peuvent pas suffire à couvrir nos besoins. Donc, l'appel que moi je lance à nos sœurs aujourd'hui, c'est lorsque tu arrives et on régularise ta situation, tu dois te battre, tu dois travailler, quel que soit ce que tu fais, et pour vraiment avancer. Parce que chez nous, on n'a même pas déjà quoi faire. Mais ici, quand tu as la volonté de faire quelque chose, tu fais et tu as ton salaire. Alors, je salue encore Maman Awa aujourd'hui pour son témoignage et je voudrais que beaucoup d'entre nos sœurs suivent vraiment son exemple et arrêtent de vivre dans la fainéantise. Merci. Quand on est en santé, on peut se battre et travailler. C'est ce que Merci pour votre appel. Je voudrais donc, mesdames, vous donner l'occasion de conclure. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Je rappelle vos coordonnées. Je les cherche surtout. Alors oui, j'ai trouvé. 34 rue Robespierre, 93 100, c'est à Montreuil. Je vais donner votre numéro de téléphone à l'association. C'est le 01 48 70 11 15. C'est donc l'association des femmes maliennes de Montreuil pour mieux se connaître, se reconnaître et vivre ensemble. Qu'est-ce que vous souhaitez faire passer comme message? Je voudrais d'ailleurs que vous adressiez un message aux populations maliennes dans la langue que vous voudrez pour que s'il y a des personnes qui nous ont regardés et qui ne comprennent pas complètement le français, c'est important de parler dans les langues aussi. Alors la caméra est juste en face de vous. Faites passer votre message. En Bambara, oui. Bon, mais anana émission ke an ma ke dole kama faso kuna wolo kodo ane ambe tunga kono ko munu be tunga kono ya ana mbora ka munu to so olu dorone do donc ambe here mi nyini amba nyini ka ke so mo de ka do kan ere ka be ba ke so mo e bon mais ni fene fo ma ke dole kama nya ke meya mo laban I deunde bon me degu mi ngonon deun ka fanfela la nya fo kada o fanfela de ka donc o denwolo muso be de kele ne be foli se malien bela jelene ma chena muso a demsen na mo korba furu nyogon yara bimbe bela jelen fo ka nga foli ka se au bela jelene ma herela ne dona mi gasila o tiga ya fama ala na kira kama. Merci. Alors, résumé en une phrase pour finir. Que nous a-t-elle dit? Et Fatima a dit qu'on est là, on a fait cette émission-là, c'est-à-dire le problème des Maliens sont tous les mêmes. Ce qu'on a dit, c'est vraiment un problème global pour tous les pays. On n'est pas venu ici pour nous montrer, parce qu'on est à la télé, on est venu ici pour soulever quelque chose qui concerne tout le monde. Toutes les femmes sont les mêmes, toutes les familles sont les mêmes, et ainsi de suite, et voilà. Le seul mot que je maîtrise, mais à fond la caisse quand j'arrive à Bamako, c'est mousso. Ça veut dire mousso, femme. Ça, quand j'entends ce mot-là, voilà, mes cheveux se dressent sur ma tête. Donc, rendez-vous le samedi 3 mars 2012 à partir de 12h au Grand Hall du Parc Montreux. Repas sur place, c'est l'association des femmes maliennes de Montreuil qui fête ses 15 ans et vous invite à un après-midi de rencontres, d'échanges et de convivialité, que vous soyez homme ou que vous soyez femme. Nous avons encore 3 minutes avant la fin. Je voudrais vous laisser à vous le soin aussi de commencer à nous dire au revoir. Sur quoi voulez-vous conclure, Madame Camara? Moi, je voulais conclure déjà le courage de toutes les femmes qu'on accompagne tous les jours, parce que c'est pas facile déjà de se mettre en avant et dans un pays qu'on ne connaît pas. Et en disant aussi que les femmes, il ne faut pas qu'on baisse le bras parce que même en Afrique, on n'est pas derrière. On est derrière quand on a parlé ensemble. Le mot qu'on dit tout le temps, la femme est derrière, la femme est derrière, la femme est derrière. Une dame a parlé de village tout à l'heure. Dans des villages, le rôle est très, très partagé. Les hommes, ils ont ça à faire, les femmes, ils ont ça à faire. La femme africaine a toujours eu sa part dans notre société. Et je ne comprends pas pourquoi on arrive là que notre part, il sera chamboulé ou changé.
Je voudrais donner lecture quand même de ce que vous avez. Vous avez une convention avec la ville de Montreuil, une convention de partenariat avec le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations. Vous êtes subventionné par la ville de Montreuil. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes lunettes. Bon, elles ont dû tomber par terre, mais ce n'est pas grave. Donc, je voudrais quand même rappeler ce que vous proposez. Du soutien scolaire, des ateliers de couture hebdomadaires, des initiatives avec les PMI, les dispensaires à l'hôpital intercommunal de Montreuil. Vous vous battez aussi contre le saturnisme. On aura l'occasion de faire une émission dessus sur hygiène et santé. Donc le saturnisme et puis les droits, initiatives pour la connaissance et l'accès des femmes à leurs droits et plus généralement aux lois régissant la société en France. Il y a donc de la médiation auprès des établissements scolaires de la ville et des familles concernées, des rencontres avec les élèves, des débats, des expositions de photos, des objets exposés, des sorties des musées, tout ça pour favoriser cette connaissance de l'autre, des démarches auprès des caisses des allocations familiales, auprès des préfectures, des services sociaux, des consulats, des élus, mais vous ne chômez pas, mesdames. Vous êtes présente dans les fêtes de quartier, les marchés, les carnavals, les journées internationales de la femme, bien sûr, tous les 8 mars. Des initiatives culturelles, vous êtes présente au Salon du Livre de la Jeunesse, des sorties à des expositions et tout ça. Et puis sur des vacances d'été au pays, enfants de familles d'origine malienne, à la recherche et à la découverte de leurs racines, des correspondances, des échanges entre les élèves des établissements de Montreuil et du cercle de Yélimane, c'est au Mali. Voilà, vous avez donc une permanence d'accueil, c'est tous les matins de 9h à 12h. Merci d'avoir séché la permanence pour venir faire une permanence à l'antenne, à l'endroit de tous nos téléspectateurs, au 34 rue Robespierre, c'est à Montreuil. Merci véritablement à toutes les deux d'avoir accepté d'être présentes. Merci beaucoup à vous qui êtes en Angleterre. Vous ne chômez pas non plus. Merci. Votre patron devrait se plaindre parce que vous travaillez avec nous et pas avec lui toujours. Merci vraiment pour tout ce que vous avez apporté. Merci pour vos témoignages à vous, mesdames qui êtes partout dans le monde. Je voudrais donner du courage à celles qui veulent accompagner les autres femmes, à leur dire ne restez pas enfermées. De 10h30 à midi, tous les jours, du lundi au vendredi, à Lady vous écoute. Je sais qu'il y a des maris qui ne sont pas contents qu'on écoute, mais nous écoutons même les maris qui ne sont pas contents. Alors nous allons continuer comme ça ensemble. Rendez-vous, si Dieu le veut, demain dans une autre émission. Merci. Au revoir. Merci à vous. Et merci.